On vit beaucoup dans un monde d'images, tu sais, beaucoup avec les réseaux sociaux, la télé, donc on a l'impression que si on ne nous voit pas sur Facebook en action, si on ne nous voit pas à la télé, si on ne nous voit pas à l'Assemblée nationale, les gens peuvent soupçonner qu'on travaille pas, à plus forte raison quand on vient d'accoucher. Geneviève Guilbeault, déjà députée de la CAQ depuis une bonne année. Vous représentez pour le parti Jeune mère de famille. Est-ce que j'ai eu raison de vous inviter comme jeune? Est-ce que vous vous considérez comme jeune? C'est un peu une question bizarre, là, mais pour vous, jusqu'à quel âge on est jeune et l'êtes-vous encore? C'est sûr que par rapport à la moyenne d'âge qu'on a connue dans la députation au Québec, je suis jeune. On sait que la moyenne d'âge est, je pense, autour de 50 ou au-dessus de 50 ans. Donc, avec mes 35 ans, oui, je suis jeune. Donc, oui, maintenant, dans la société, bon, est-ce que je suis si jeune que ça? Je suis un petit peu peut-être entre les deux, en terminant nos études vers 28-29 ans. Pour nous, ça fait à peine 5 ans qu'on est dans notre vraie vie d'adulte, où on peut acheter notre maison, voyager, fonder notre famille, etc. Donc, oui, je suis jeune en politique, je suis moyennement jeune dans la société, mais je pense incarner beaucoup cette énergie peut-être propre aux jeunes, ce besoin, cette ardeur dans la volonté de changer les choses, de contribuer, de m'impliquer, de m'investir. Mais vous intégrez un milieu assez vieux. Là. En général, les députés sont assez âgés, vous l'avez dit. Les 4 chefs de parti ont près de la soixantaine ou même la soixantaine amorcée. Qu'est-ce que ça change, le fait d'arriver comme ça, assez jeune, dans un milieu assez vieux? Moi, je le vis très positivement. Peut-être, on est en train peut-être aussi on assiste peut-être à une redéfinition aussi, là. Peut-être que je suis arrivée en politique au moment où il y avait une espèce d'alignement pour que la politique change, la façon de faire de la politique, les gens qui font de la politique, l'âge des gens qui font de la politique change au Québec. On a eu longtemps le même profil, si on veut, de députés. Mais il y avait manifestement, je pense, un appétit latent chez la population pour avoir des nouvelles personnes qui font de la politique, des nouveaux visages, des nouvelles façons de faire, plus jeunes, plus de femmes, peut-être des gens de profils plus diversifiés. Donc, j'ai l'impression, quand je me suis présentée l'automne dernier dans l'élection partielle dans Louis Hébert, je suis arrivée vraiment à la bonne place au bon moment, comme on dit des fois. Évidemment, j'ai travaillé fort. Là. Je pense pas que ce soit uniquement un concours de circonstances. Je pense avoir fait mes preuves puis avoir gagné, travaillé pour gagner mon élection. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un alignement des plaques tectoniques, une soif d'avoir quelque chose de nouveau en politique. Et moi, j'arrive à ce moment-là précis. Alors, comme on a l'impression que c'est une espèce qu'il y a un appétit justement chez la population, j'ai l'impression que tout le monde le vit assez bien. Quel parcours avez-vous fait qui vous a servi en particulier et qui vous a encouragé finalement à faire le plongeon en politique active? J'ai travaillé dans un cabinet politique, alors ça m'a donné en quelque sorte la piqûre très concrète, très tangible de travailler en politique, faire de la politique. Évidemment, ce n'était pas moi l'élu, mais je travaillais pour un élu. Et donc, en travaillant en politique, ça m'a vraiment donné cette piqûre que je n'ai jamais perdue. Donc, j'ai toujours continué à m'intéresser beaucoup à la politique. J'ai eu des cartes de membres de partis politiques et travaillant en communication aussi, parce qu'après les cabinets politiques, je suis allée travailler dans divers ministères, organismes, à divers endroits. Et quand on travaille en communication, par la force des choses, on est toujours un peu dans l'actualité, dans les relations médias, dans tout ce qui se passe dans les affaires publiques. Alors, j'ai toujours conservé cet intérêt très marqué pour la politique, en me disant qu'un jour, possiblement, je ferais le saut, puis je me lancerais moi-même, parce qu'évidemment, je regardais la politique comme n'importe quel citoyen, avec beaucoup d'insatisfaction sur beaucoup de choses, et je me disais, un jour viendra, la vie est bien faite, les choses vont se présenter en temps et lieu, donc j'ai suivi mon chemin. Une des réalités de votre âge, là, et des gens de votre âge, c'est qu'ils deviennent père ou mère de famille, là. Et est-ce que la conciliation est suffisante entre le travail et la famille, entre le travail des députés et la situation de parents députés? En fait, mes électeurs, j'ai gagné l'an dernier avec 51%. Donc, moi, je suis plutôt à l'inverse très fière des électeurs de Louis Hébert qui sont résolument modernes puis qui se sont dit, c'est pas parce que quelqu'un est en train de fonder une famille qu'elle n'a pas droit à sa chance pour faire de la politique ou qu'elle sera pas utile ou un bon député, une bonne députée pour notre comté. Donc ça, je pense que c'est réglé et je suis très fière, moi, de représenter cette circonscription-là où je demeure d'ailleurs depuis 13 ans. Donc mes voisins, mes concitoyens d'un peu partout dans Louis Hébert qui ont dit
nous, il n'y a pas de problème pour nous au fait que quelqu'un soit en train de fonder une famille. Mais malgré tout, oui, on sent la pression de faire nos preuves, de montrer qu'on n'est pas absent, qu'on n'a pas disparu. On vit beaucoup dans un monde d'images, tu sais, beaucoup avec les réseaux sociaux, la télé, donc on a l'impression que si on ne nous voit pas sur Facebook en action, si on ne nous voit pas à la télé, si on ne nous voit pas à l'Assemblée nationale, les gens peuvent soupçonner qu'on travaille pas. À plus forte raison quand on vient d'accoucher. Donc, je voulais pas que les gens pensent que je suis chez moi pendant des mois, ne rien faire. Donc, j'ai redoublé d'ardeur, comme je disais. J'étais de tous les événements. Je voulais vraiment faire la preuve que j'étais disponible, j'étais sur le terrain, je suis là. Est-ce qu'il y aurait lieu de réformer ça? Peut-être. On a parlé tout à l'heure, les élus n'ont pas droit aux congés parentaux. C'est sûr que faire de la politique, ça demeure un choix. Là, tout le monde sait que ça demande énormément de sacrifices, que c'est un gros investissement humain. Ça hypothèque souvent la vie familiale, la vie personnelle. Alors, à partir du moment où on fait ce choix-là, ça vient avec justement ces sacrifices-là qu'il faut accepter, mais il y aurait peut-être un équilibre à trouver. Est-ce qu'il y a une garderie à l'Assemblée nationale? Non. Non? Ça aussi, ce serait peut-être une bonne idée d'introduire une. Oui, il y a des gens qui l'ont évoqué avant mon arrivée en politique. J'ai des collègues, entre autres, qui ont tenté de mener le combat parce qu'il y a eu un gros chantier de rénovation à l'Assemblée nationale. Donc, on s'est dit, pourquoi pas en profiter pour peut-être faire une garderie. Ça n'a pas été retenu par la direction de l'Assemblée nationale. En même temps, moi, je vous avoue que je suis un petit peu partagée avec ça parce que oui, ce serait facilitant, pas seulement pour les élus, mais pour tout le personnel, parce qu'en session parlementaire, avec des commissions qui finissent à 10h30 des fois, puis quand on commence à 5-6 heures du matin, il n'y a aucune garderie ou presque au Québec qui est capable de combler les heures dont on a besoin, les heures de garde. Donc, il y a ça. Mais d'autre part, il y a beaucoup de Québécois contribuables qui sont aux prises avec des horaires atypiques, des travailleurs autonomes, des entrepreneurs qui sont dans toutes sortes de situations souvent inextricables. Je pense à des familles reconstituées, des fois des gens en séparation, ils se retrouvent une semaine sur deux avec les enfants, mais il y a un emploi qui les oblige à aller à l'extérieur. En tout cas, toutes sortes de situations comme ça. Ce n'est pas exclusif aux élus. Ce tiraillement continuel, puis ce casse-tête d'essayer de trouver un endroit pour faire garder nos enfants des heures qui conviennent à notre carrière. Donc, est-ce que c'est plus important d'avoir une garderie à l'Assemblée nationale que, par exemple, dans le réseau hospitalier? Parce que ça, si on parle d'une concentration de gens qui ont forcément des horaires atypiques parce que les hôpitaux sont ouverts 24/7. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui travaillent la nuit et c'est sûr que parmi eux, il y a des gens qui ont des enfants, des jeunes enfants. Alors encore une fois, je pense qu'il y a un équilibre, mais la réflexion est certainement lancée, je pense, avec mon arrivée en politique puis avec un peu le discours ambiant qu'on entend. Là, on veut faire place aux jeunes, il faut à un moment donné être réaliste puis comprendre que beaucoup de ces jeunes-là ont des enfants. Mais moi, les horaires atypiques, j'en ai souvent parlé, ça me tient à cœur. Je pense qu'on devrait essayer de plus en plus au Québec d'avoir des services de garde qui sont capables d'accommoder la vraie vie du vrai monde. Vous êtes réunis, je crois, les différents députés jeunes pour travailler ensemble sur certains dossiers. Donc ça aussi, c'est une autre réalité. Donc les jeunes peuvent de l'Assemblée nationale, bon, s'ils n'ont pas de garderie, au moins ils peuvent faire une sorte de caucus parallèle là, ou de réunion parallèle. Pourquoi? C'est donc possible d'avoir des enjeux tri- ou quadripartisans à l'Assemblée nationale autour de questions qui intéressent les jeunes? Bien, en fait, c'est le Cercle des jeunes parlementaires qui, on a annoncé notre intention en fait, il a été créé comme tel, mais il va être actif à partir de la prochaine législature, donc après l'élection qui est en cours. Je le vois d'un bon œil, je suis assez curieuse parce que, effectivement, c'est un peu inusité, là, c'est la première fois, à ma connaissance, qu'on va avoir un Cercle des jeunes parlementaires. Alors, on va voir comment les choses se développent, mais on y va tous. Je connais, moi, tous les collègues qui sont dedans. On aura sans doute de nouveaux collègues aussi, parce que là, après l'élection, il y aura peut-être plus de jeunes à l'Assemblée. Donc, peut-être que ce sera un cercle plus garni que ce qu'on pensait. Alors, on va voir quels seront les premiers sujets à l'ordre du jour, mais je suis assez confiante que toute la question, tout le volet, la conciliation travail-famille, la question de comment on harmonise le fait de vouloir des jeunes avec le fait qu'il n'y ait pas nécessairement d'accommodement pour la famille, je pense bien que ça devrait faire partie des sujets qui vont être les plus prisés par ce cercle-là, et c'est tout à fait normal. Mais même pour le reste des sujets, ça va être de voir est-ce que les jeunes peuvent avoir une vision nouvelle ou peut-être apporter leur petit grain de sel différent de ce qu'on entend dans les tribunes plus formelles comme les commissions parlementaires ou l'Assemblée comme telle. Les quotas sont souvent à la mode pour régler des problèmes de sous-représentation, là, puis on comprend pourquoi.
cette élection, les partis ont fait beaucoup d'efforts pour recruter des candidates et les installer dans des comtés prenables aussi, pas que ce soit seulement des poteaux, là. Et bon, ça va être la preuve, là aussi. Et est-ce qu'on devrait étendre cette logique-là à d'autres groupes dans la société, et des communautés culturelles, par exemple, ou des jeunes, même, à la limite? Je sais que c'est déjà discuté. Encourager, oui, c'est le bon mot à mon point de vue. Sensibiliser, encourager. On n'a jamais été partisan d'imposer des lois. Il y avait été question d'avoir des lois peut-être pour obliger à avoir une parité dans les candidatures féminines. On n'était pas nécessairement favorable à une loi parce qu'il reste que faire de la politique, c'est un choix qui est très personnel, c'est un choix qui est courageux, c'est un choix qui est très exigeant. Alors, c'est difficile à un moment donné de vouloir exiger ça d'un groupe ou d'un autre, ou d'une personne ou d'une autre. Par contre, on peut effectivement être sensibilisé, puis faire des efforts dans ce sens-là. On en est la preuve à la CAQ. Là, je suis pas certaine si on avait ouvert les paris avant la campagne, dire que lequel des 4 principaux partis aura le plus de candidatures féminines. Je suis pas certaine que la CAQ serait arrivée en premier, et pourtant, c'est notre cas. Donc, nous, on a été sensibilisés, mais on s'est vraiment donné pour objectif, on a établi un plan pour essayer d'aller chercher des candidatures féminines, essayer d'attirer des femmes, de convaincre des femmes, de leur expliquer que la politique, c'est pas aussi hostile, c'est pas aussi désagréable, c'est pas aussi angoissant que ce qu'on peut voir à la télé. Ça peut être quelque chose de beau, ça peut être quelque chose d'humain, ça peut être quelque chose d'utile. Les sondages, ceux qu'on a publiés au Devoir encore récemment, montrent que vous attirez plus d'un jeune sur 4. Je crois que c'est 28% au dernier sondage. Donc, visiblement, vous réussissez à connecter avec une certaine part de cette génération. D'un autre côté, peut-être par romantisme, on a toujours l'impression qu'un jeune, ça doit être plus radical ou même à la limite révolutionnaire qu'un vieux, que ça rêve de changer le monde de façon assez brusque, là. Est-ce que c'est pas un peu un vieux parti, la CAQ, dans ce sens-là, par rapport à ce qu'on attendrait davantage des jeunes qui pourraient souhaiter que les choses aillent plus vite, puis qu'on soit plus radical, puis on prenne un virage beaucoup plus vert, par exemple? Peut-être, oui. Il y a effectivement une frange peut-être de la jeunesse qui est plus radicale ou plus révolutionnaire, comme vous dites, ou qui a besoin que les choses se passent plus rapidement, ou qui a des qui en rêve, en tout cas. Ouais. C'est ça. Et je pense qu'il existe des options politiques pour ces jeunes-là aussi. Là, on peut penser à Québec solidaire, qui est peut-être plus dans le romantisme politique, effectivement. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes aussi qui sont attachés à la faisabilité aussi des choses, parce que on peut avoir le projet de société le plus excitant au monde, il faut encore que ce soit possible de le réaliser. Alors, dans ce sens-là, je pense qu'un parti économique, parce qu'on est vraiment un parti de l'économie à la CAQ, avec un chef très économique, un entrepreneur, un comptable, mais qui est aussi très humain. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. On a un parti qui propose une vision économique, une vision de développement économique. On a entre autres le projet Saint-Laurent, on a une foule de façons avec lesquelles on veut créer de la richesse au Québec. Mais pour financer davantage les services à nos aînés, on trouve aberrant que nos aînés vivotent dans des taudis depuis des années, qu'on ait coupé dans des services en éducation des jeunes qui ont besoin d'un orthopédagogue ou qui ont besoin d'un orthophoniste parce qu'ils sont pas capables d'apprendre à 2 ans, qu'on prive de ressources dans le secteur public pendant 2 ans parce que là, on veut couper pour redonner à l'aube de l'élection. Tous les milliards du monde ne pourront pas racheter les 2 ans que ce jeune-là a perdu sans avoir de soutien, de ressources spécifiques. Vous décrivez comme une anti-GND, quoi. C'est comme vous êtes comme l'envers de la médaille de Gabriel Nadeau-Dubois, qui est aussi à l'Assemblée nationale, mais qui est d'une frange, c'est ça, peut-être plus radicale, ou rêveuse, ou transformatrice, alors que vous semblez être plus pragmatique, utilitaire, à la limite. Plus pragmatique, oui, ouais. Ça me décrirait certainement bien, surtout en comparaison avec Gabriel, mais je le respecte aussi beaucoup quand même parce que c'est quelqu'un qui a ses convictions, qui y croit, qui travaille fort pour justement faire savoir son projet, faire connaître ses idées. C'est un bon communicateur. Oui, comme vous, un peu, c'est ça, qui s'est fait connaître avant à la télé, avant de se faire le saut. Et mais je poursuis avec une idée. Dans les sondages révèlent aussi que l'environnement les préoccupe beaucoup, alors qu'on leur reprochait à votre parti de ne pas avoir développé d'éléments de plateforme
important par rapport à l'environnement. Donc, ça, est-ce que c'est pas un peu en contradiction ou étonnant? C'est-à-dire que vous attiriez quand même une partie de la jeunesse, mais qu'en même temps, vous n'êtes pas très actif sur le plan environnemental. C'est vrai que beaucoup de gens, incluant la jeunesse, mais pas seulement la jeunesse, sont préoccupés par l'environnement et trouvent qu'aucun parti, sauf peut-être Québec solidaire, mais disons dans les 3 principaux partis, qu'aucun ne parle suffisamment d'environnement. Et jusqu'à un certain point, j'ai tendance à être d'accord avec ça. Parce que le problème des changements climatiques, de tout ce qui se passe sur le plan environnemental dans la planète, est inexorable et est alarmant en quelque sorte. Donc, est-ce que ça ne devrait pas être le principal objectif politique de n'importe quel parti politique de tous les pays de la planète, compte tenu que c'est un enjeu planétaire? À la limite, oui. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on peut faire dans la réalité du quotidien où on vit chacun dans nos nations, dans nos pays, dans nos villes, avec le mode de vie qu'on connaît, parlons pour les Occidentaux où on se trouve? Le mieux, le plus responsable qu'on peut faire, je pense, c'est de conjuguer au mieux ces préoccupations-là environnementales avec le développement économique qui est obligé dans nos sociétés modernes pour, comme je disais, créer de la richesse, pour financer nos modes de vie, pour financer notre qualité de vie. Et c'est ce qu'on préconise à la CAQ. On veut du développement économique, mais toujours en phase avec les préoccupations environnementales, toujours en phase avec l'acceptabilité sociale d'un projet, comme par exemple de l'exploration pour les gaz, hydrocarbures et tout ça. Jamais dans la vallée du Saint-Laurent. On a quand même des préoccupations qui sont avérées, qui sont enchâssées dans les divers écrits plateformes qu'on a pu présenter. Pensons aussi au fait que le projet le plus polluant qui a été accepté au Québec dans les dernières années, c'est la cimenterie Mécanis en Gaspésie. Votre parti l'aurait rejeté? Et notre parti était contre, le Parti libéral et le Parti québécois ont approuvé ce projet-là. Et ensuite se réclament de cette pensée écologiste et verte. Il y a là une contradiction qui est flagrante. Si le devoir existe encore dans 35 ans et que Capucine se présente aux élections puis qu'elle vient s'asseoir ici devant un de mes collègues là, de l'époque future et qu'il lui pose la question de savoir de quelle réalisation la rend plus fière de sa mère et de son parti au pouvoir pendant 4 ans, là, entre 2018 et 2022. Que souhaiteriez-vous qu'elle réponde? Bien évidemment, je souhaiterais qu'elle réponde que je lui ai inculqué des belles valeurs, que je lui ai inculqué le sens de l'estime de soi, d'avoir confiance en soi, d'embrasser les défis, de valoriser son entourage, de créer, saisir les opportunités, de se faire confiance, de l'importance de l'éducation, de croire en soi et tout ça. Donc, moi, c'est toutes des choses auxquelles je crois beaucoup et sur lesquelles repose ma propre expérience. Donc, ça, j'ai le rêve de lui inculquer aussi. Et pour ce qui est de mes réalisations comme telles, bien évidemment, j'espère qu'à ce stade-là, dans 30 ans, j'aurai peut-être même moi-même terminé ma carrière politique. Mais j'espère qu'elle aura l'impression que j'aurai contribué à aider nos enfants, à aider nos aînés, et tout ce qu'il y a entre les deux, bien sûr, mais on commence tous par être un enfant, puis on finit tous par être un aîné. Et je pense que ces deux clientèles-là sont les plus vulnérables. C'est celles qui ont le plus besoin qu'on s'occupe d'elles. C'est celles qui ont le plus besoin que l'État s'adapte enfin aux besoins des jeunes, aux besoins des aînés, plutôt que de leur demander continuellement l'inverse. On peut pas demander à quelqu'un de payer des impôts toute sa vie pour après ça, comme je disais tout à l'heure, aller vivoter dans un CHSLD délabré jusqu'à la fin de ses jours. Pour moi, c'est inhumain. Alors, j'espère que j'aurai contribué à faire en sorte que et nos enfants et nos aînés ont une meilleure qualité de vie. Parfait, Geneviève Guilbeault, merci beaucoup et bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Merci.